Début du sommet du G20 à New Delhi. Pour la première fois, le président chinois Xi Jinping est absent. Pékin n'a donné aucune explication officielle. Mais cette absence montre le degré de tension entre les deux puissances rivales montantes, l'Inde et la Chine. Autre grand absent, le président russe Vladimir Poutine, empêché par sa guerre en Ukraine, ayant entraîné un mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes de guerre. On attend une trentaine de chefs d'État pour ce sommet. On retrouve notre envoyé spécial Bruno Darou à New Delhi. Ce sommet du G20 est particulier à plus d'un titre. Oui, absolument, Judith. Alors, vous l'avez dit, un sommet particulier, en effet, parce que il n'y aura pas donc Vladimir Poutine qui ne peut pas, pour les raisons que vous avez indiquées, se rendre à l'étranger, car il risque d'être arrêté selon le mandat de la Cour pénale internationale. C'est donc son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui va le représenter. Et puis, ça, c'est plus une surprise. Il n'y aura pas non plus le président chinois, Xi Jinping. C'est une forme de camouflet pour Narendra Modi, alors même que les deux chefs d'État s'étaient retrouvés lors du sommet tout récent des BRICS. Cette fois, sans raison, le président chinois a décidé de ne pas faire le voyage. Alors, est-ce que c'est pour des raisons de politique intérieure à Pékin? Est-ce que c'est parce que Xi Jinping ne veut pas donner trop d'importance à ce sommet qui consacre en quelque sorte la place de l'Inde dans le concert des nations? Vous savez que l'Inde est le grand voisin, mais aussi le grand rival dans la région de la Chine. Quoi qu'il en soit, le président chinois ne sera pas là. Il sera représenté par son Premier ministre chinois. Un contexte particulier aussi, évidemment, vu l'état des relations géopolitiques dans le monde, un monde extrêmement fracturé. Et évidemment, cela s'est aggravé avec la guerre en Ukraine, qui fera partie des sujets qui sont abordés, même si officiellement et à l'origine, ce G20 qui a été créé à l'issue de la crise économique de 2008 doit d'abord s'intéresser aux problèmes économiques et financiers du monde. Ça sera aussi une mise à l'épreuve de la méthode Modi. Oui, alors la méthode Modi, qu'est-ce que c'est, Judith, en quelques mots? Eh bien, c'est une méthode en fait qui pratique une forme de ni-ni, car l'Inde, de fait, a un pied dans le camp occidental, avec des relations assez fortes avec de grands pays occidentaux. On se souvient aussi que Narendra Modi s'est rendu ces derniers mois aux États-Unis, il s'est rendu en France, donc un pied dans le camp occidental, et puis un pied aussi dans ce qu'on appelle le Sud global, tous ces petits pays, moyens, grands pays émergents qui ont longtemps été assujettis à la domination occidentale et qui aujourd'hui non seulement ont envie de voler de leurs propres ailes en quelque sorte, mais aussi parfois de concurrencer, voire de rivaliser avec la suprématie occidentale. Donc c'est cette approche équilibrée dont compte se servir Narendra Modi pour surmonter les fortes divergences sur quelques dossiers essentiels, à commencer par celui de l'Ukraine. Mais pour le moment, on sait que les Sherpas qui travaillent à la rédaction du communiqué final ont beaucoup de mal à trouver une formulation qui pourrait plaire à tout le monde sur le dossier ukrainien. Même difficulté concernant la transition énergétique qui sera aussi un grand dossier de ce sommet du G20 parce que entre l'objectif affiché de tripler les capacités en matière d'énergie renouvelable d'ici à 2030 et la volonté de certains grands pays émergents dont l'Inde, notamment la Chine, mais aussi l'Arabie Saoudite de poursuivre leur développement en recourant à des énergies fossiles, là aussi vous voyez que le consensus sera difficile. Donc est-ce que cette méthode équilibrée ou d'équilibriste comme on voudra de Narendra Modi permettra d'arriver finalement à un consensus? Réponse dimanche soir. Merci beaucoup Bruno Darou pour votre analyse. Merci.